Voilà, rapidement, je vous présente l'agenda que nous allons suivre aujourd'hui. Quelques minutes pour vous présenter rapidement le concept Lunch and Learn, puisque c'est notre toute première rencontre aujourd'hui. Ensuite, on fera un petit aperçu des applications Archibus, et puis de regarder l'évolution de la version 21 à la version 23, et puis on laissera également une place pour vos questions à la fin. Alors, tout d'abord, au niveau de ce concept Lunch and Learn, l'idée, c'était d'avoir des réunions qui sont un petit peu plus fréquentes que les groupes utilisateurs que l'on a d'habitude. C'est-à-dire qu'on se réunit 2 fois par année avec le groupe utilisateur Archibus, mais ici, l'idée, c'est d'avoir une réunion peut-être 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, et puis de le faire à distance pour qu'on évite les déplacements. On le fait également pendant la pause de midi, ce qui nous laisse généralement le temps, on est libre de toute autre réunion pendant ces moments-là, et par conséquent, on peut rapidement se libérer le cas échéant. Je suis ici moi-même depuis le bureau d'Aremis, avec un certain nombre de collègues et d'invités qui sont là, et puis chacun profite de manger son petit sandwich, ça ne dérange absolument pas. Donc on peut mêler l'utile à l'agréable, d'où ce concept lunch and learn. Donc soyez libre d'entamer si vous ne l'avez pas encore fait votre lunch, et puis j'espère que pendant ce temps, bien j'aurai des petites choses à vous apprendre, donc vous pourrez learner. C'est d'ailleurs le but, que pendant cette séquence, vous puissiez à la fois apprendre des nouvelles choses, mais également échanger, réseauter. Cette première session, elle est plutôt informative et plutôt unidirectionnelle, donc il n'y aura pas beaucoup d'échanges à proprement parler, mais les prochaines fois, peut-être qu'on traitera des sujets où on est un peu plus appelé à échanger un certain nombre de choses, voilà, peut-être à obtenir l'opinion de certaines personnes. Donc n'hésitez pas à nous faire part de ces sujets qui vous intéresseraient. Ce qui est certain, c'est qu'on traitera aussi bien le domaine informatique. Donc aujourd'hui, on parle d'Archibus, c'est une chose, mais on traitera également de la partie métier, donc tout ce qui est gestion immobilière, FM de manière générale, la GMAO, etc. Donc on veut traiter aussi bien les deux sujets, que ce soit avec des nouveautés, des tendances, des bonnes pratiques. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir l'ensemble de ces sujets qui puissent être abordés, pas seulement l'aspect informatique et pas seulement Archibus non plus. Alors comme le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est justement Archibus, je vais rapidement vous présenter. Je pensais que ce n'était pas inutile de représenter une bonne fois pour toutes les applications Archibus. C'est vrai que en fonction de la date à laquelle vous êtes monté dans le bateau Archibus, que ce soit il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 10 ans, eh bien vous avez un vécu peut-être un tout petit peu différent des différentes applications Archibus. Et puis l'occasion pour moi aujourd'hui, c'est de vous remontrer un tout petit peu quelles sont l'ensemble des applications Archibus. Euh, Si vous regardez cet écran qui est en fait l'écran qui est présenté lorsque vous activez la home page des applications, vous voyez en noir les différentes applications ou les différents domaines d'application, que ce soit la gestion du portefeuille immobilier, la gestion de projet, etc. Et puis à l'intérieur de chacun de ces buckets, de ces seaux, eh bien, vous avez les différentes applications. Et puis ces applications, eh bien, peut-être certains d'entre vous en utilisé 1, 2, 3, 4, 5. Certains clients en ont peut-être une dizaine à disposition. Aujourd'hui, je ne trouvais pas inintéressant que vous puissiez revoir l'entier des applications, parce qu'il y a énormément de nouvelles applications qui sont apparues ces 3 à 4 dernières années, beaucoup dans la partie gestion des risques et de l'environnement, des choses comme de la gestion des situations d'urgence, gestion de la conformité, bâtiments propres, gestion des déchets, enfin, tous ces genres de modules qui sont relativement récents et pour lesquels vous n'avez pas forcément suivi l'évolution. Parfois, lorsqu'on présente une nouvelle version, la version 23 par exemple, qui va amener un nouveau module qui est celui de l'analyse financière stratégique dans la partie gestion du portefeuille immobilier, ben, si vous vous êtes monté dans le bateau en cours de route, vous n'avez pas forcément suivi, vous n'êtes pas au courant de cette application. Donc, je vous laisse quelques instants aussi ce petit écran sous les yeux. Vous aurez également à disposition cette présentation en téléchargement, donc ça sera pour vous également l'occasion de revoir ces informations-là. Et puis n'hésitez pas, offline, à nous poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations sur l'une ou l'autre de ces applications.
Je profite aussi de l'occasion pour vous présenter ce petit bucket ici qui est plutôt un montage pour vous montrer qu'en effet Aremis a un certain nombre d'applications. On a développé à travers les années un certain nombre de modules, gestion des clés, gestion des véhicules, gestion des contrats. On aura l'occasion d'en reparler à l'occasion, notamment la semaine prochaine. Et puis voilà, juste que vous sachiez aussi que ce sont des modules qui ont été développés par Aremis et qui s'intègrent complètement dans cette grande image. Par-dessus ceci, et ça sera typiquement le sujet de notre présentation de la semaine prochaine, on a une surcouche qu'on a appelée l'Aremis Swiss Master. Cet Aremis Swiss Master, eh bien, c'est une surcouche à l'ensemble de ces modules qui améliore les performances dans certains domaines, qui va amener par exemple des nouveautés dans la gestion de l'inventaire et des performances de l'espace, qui vont nous permettre par exemple d'ajouter des attributs dans la gestion des locaux, des choses comme ceci. Alors ce Swiss Master, eh bien, on le présentera la semaine prochaine. C'est pour ça que de manière un peu exceptionnelle, on a présenté ou on a dissocié en deux parties la présentation. On a ce mercredi la présentation d'Archibus version 23 telle quelle, et puis la semaine prochaine, on aura une partie un peu plus démonstrative, où on va vous présenter ou vous démontrer vraiment concrètement dans l'application cette version 23, avec également cette surcouche du Swiss Master pour vous montrer quelles sont toutes les possibilités lorsqu'on met ensemble la version 23 et puis donc cette surcouche Swiss Master, mais donc ça sera pour la semaine prochaine. Je vous en parle déjà brièvement ici. J'aimerais également vous présenter ici l'évolution de la version 21 à la version 23. Ces 3 dernières années, Archibus a fait de grands bonds en avant. À partir de fin 2013, la version 21.1 a été disponible et vous voyez que plus ou moins chaque année, ou en tout cas à échéance de 9-10 mois, on a eu un certain nombre de versions majeures. On est passé rapidement de la version 21.1, 21.2, 21.3. Puis en fin 2015, directement la version 22.1, donc qui est une version majeure, et fin 2016, la version 23.1. Je vous passe en plus dans cette présentation-là ou dans ce slide-là le fait qu'on a systématiquement une version qui sort en anglais et puis 3 à 4 mois plus tard une version multilingue qui est à disposition. Donc ça fait pas loin de 10 versions qui se sont succédées depuis 3 ans. C'est plus ou moins le rythme auquel nous avait habitué Archibus, l'éditeur aux États-Unis, bien que généralement ils avaient une version mineure tous les 6 mois, une version majeure tous les 18 mois. Là, vous voyez que depuis 21.3, 22.1, 23, ils ont grandement accéléré le rythme puisque ce sont des versions majeures qui sont publiées tous les 9 mois. On va avoir probablement un ralentissement. La version 23.2 ou 24, on ne sait pas encore vraiment quelle sera sa dénomination, ne sera probablement pas disponible avant l'automne 2017. Donc on a maintenant un petit ralentissement. Ceci nous montre par contre qu'il y a eu de nombreuses améliorations. C'est-à-dire que ces 3 dernières années, il y a eu vraiment une croissance technologique qui était très importante. Archibus a été très réactif sur un certain nombre de tendances. Ils ont aussi été beaucoup à l'écoute des commentaires de leurs clients, notamment sur l'ergonomie, sur un certain nombre de facilités d'utilisation, et les efforts se font sentir. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de nouveautés qu'on vous présente aujourd'hui et qui vous raviront assurément. Donc, de manière très rapide, parce qu'on le reverra dans le détail tout à l'heure, mais la version 21 incluait un certain nombre de nouveautés, notamment une amélioration au niveau de l'interface qui était relativement intéressante, mais cette véritable interface plus ou moins finalisée dans l'état qu'on connaît, c'est seulement à partir de la version 21.2 avec cette partie de homepage, d'indicateurs et puis de console de maintenance. Donc la version 21.2 en début 2014 a été vraiment un gros pavé dans la mare avec un certain nombre d'améliorations vraiment conséquentes. La version 21.3 a amené de la stabilité dans la partie mobile. C'était une nouveauté de la version 21.1, mais finalement, les premiers qui s'y sont cassés les dents ont eu quelques surprises. Et puis assez rapidement, Archibus est arrivé avec une version mobile 2.0, qui maintenant est beaucoup plus exploitable que ça n'était dans les toutes premières versions. Et puis ensuite, version 22, 23 se sont succédés assez rapidement, à tel point en fait que parmi notre base de clientèle en Suisse romande, vous qui êtes à l'écoute, il y a généralement un gap. C'est-à-dire que vous avez généralement soit une version 21.2, 21.3,
peut-être une ou deux sociétés ont une version 22, mais généralement, beaucoup de gens ont attendu la version 23 parce qu'elle promettait un certain nombre d'améliorations que je vais vous présenter aujourd'hui, notamment au niveau des différentes consoles, des éditions de homepage et autres. Et cette attente est vraiment récompensée parce qu'on a vraiment fait ici un saut technologique très important que je vous présenterai dans quelques instants. Je vous montre également ici, ça va intéresser les informaticiens, la matrice de compatibilité de la toute dernière version, la version 23. Ici, il s'agit d'être compatible avec toute une série de bases de données, de navigateurs et autres. Ce qui est intéressant à constater ici, c'est par exemple la compatibilité avec AutoCAD jusqu'à la version 2017, y compris donc au niveau Revit. Et puis sur la partie mobile également le support de Windows 8 Phone. Également pour ceux qui seraient sur des bases de données SQL Server, une compatibilité jusqu'en version 2014 et puis pour Oracle jusqu'en version 12C. Je sais que parfois c'est des questions, il y a l'abandon de certaines versions d'Oracle et par conséquent il est nécessaire de savoir quelles sont les versions qui seront compatibles. Donc vous avez également cette information ici. Une fois de plus, donc cette information, ce fichier-là, il sera disponible en téléchargement, donc vous pourrez vous y référer le cas échéant. On va présenter ensuite les différentes nouveautés sur ce tableau. Alors je suis conscient que c'est un tout petit peu petit. Vous arriverez probablement à suivre un tout petit peu les grands changements qui sont ici. On a subdivisé en trois grandes catégories les changements qui ont eu lieu depuis la version 21.3. Version 22, version 23, et puis également des choses qui sont intégrées dans ce fameux Swiss Master qu'on vous démontre la semaine prochaine. Alors vous voyez que toutes les cases sont généralement bien remplies, donc il y a eu beaucoup de nouveautés à travers ces différentes versions. J'ai surligné ici en rouge les quelques grandes nouveautés qui sont vraiment dignes d'intérêt. Elles le sont toutes bien sûr dans le détail, mais certaines elles sont vraiment très intéressantes. On connaît votre utilisation de l'outil et on sait qu'il y a un certain nombre de choses que certains d'entre vous attendiez depuis longtemps et c'est vraiment l'occasion de pouvoir vous les présenter. Une fois de plus, quand vous aurez ce fichier sous les yeux, vous pourrez voir dans le détail, puis n'hésitez pas à nous reposer des questions le cas échéant. Donc, les premières modifications générales qui ont été apportées, c'est toutes les modifications au niveau de l'interface, que ce soit l'interface web, au niveau de l'interface mobile, mais également sur le Smart Client, pour AutoCAD, pour Revit, et puis tout au niveau des différentes technologies qui sont utilisées. Alors si je dois m'arrêter sur quelques-unes, eh bien de manière générale, c'est tout d'abord une nouveauté qui s'appelle ici d'un nom barbare Automatic ID Lookup. Je vous le présenterai, ça a l'air d'être une petite ligne de pas grand-chose sur ce fichier, mais en réalité c'est une grande aide au quotidien. Et puis je vous montrerai dans quelques instants à quoi ça ressemble. Celles et ceux qui se sont également frottés à la génération de homepage, eh bien avaient vu que dans les versions précédentes, ça n'était pas forcément évident de le faire. Eh bien vous verrez qu'avec cette version 23, il y a un éditeur dynamique qui nous permet de réorganiser les homepages. Là, les administrateurs sont grandement aidés par rapport à ceci. Sur un aspect technologique, vous verrez également dans quelques instants la génération des cartes qui sont intégrées directement sur les homepages pour avoir un reporting qui est lié à la partie des indicateurs. Et puis également, toujours dans l'aspect technologique, cette fameuse version mobile 2.0 dont je vous parlais il y a quelques instants. Au niveau cartographie toujours, eh bien, il y a une grande amélioration qui a été faite au niveau des cartes Google et Esri. Et puis ces cartes, vous le verrez, peuvent maintenant intégrer des contrôles qui sont thématiques, graduels, qui ont les deux, graduels et thématiques, avec des notions proportionnelles, ce qui, lorsque l'on a un patrimoine international, est relativement intéressant. Enfin, pour ces modifications générales, au niveau de la version 23, on a vraiment une grande généralisation de l'emploi du HTML5. Vous voyez qu'à travers la version 21-22, c'est venu graduellement. Toujours plus de modules bénéficiaient des cartes, des plans en HTML5. Avec la version 23, je vous le présenterai également dans quelques instants, eh bien vous verrez qu'on a vraiment accès à des fonctionnalités qui sont très intéressantes.
Qui dit HTML5 dit qu'on se passe de plus en plus des plugins Flash qui sont de moins en moins compatibles avec la plupart des navigateurs et par conséquent, on a la possibilité vraiment d'avoir des interfaces riches mais sans un navigateur avec des fonctionnalités qu'on a de la peine à trouver. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors regardons déjà, voilà ces fameuses home pages. Ces fameuses homepages, la plupart d'entre vous ont commencé à les utiliser, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus simples d'emploi que le menu traditionnel de navigation, puisqu'elles donnent accès à environ 60-70% des tâches que l'on fait au quotidien. Elles sont organisées par profil d'utilisateur, donc ici par exemple, responsable de l'entier du portefeuille immobilier d'une société, il peut avoir les 10, 15, 20 entrées de menus dont il a réellement besoin au quotidien. Et puis, il retrouve, comme d'habitude, et ça n'a pas changé depuis la version 21.2, les différents indicateurs en bas à gauche, avec les tendances, avec les différentes pourcentages d'accomplissement ou d'accomplissement de l'indicateur. Et puis ce qui est un petit peu nouveau ici, sur la partie droite en bas, c'est en effet de pouvoir avoir une version graphique de ces indicateurs, donc ces petits indicateurs jaunes, verts ou rouges, sur une carte, que ce soit à l'échelon international comme ici, ou alors sur un échelon beaucoup plus régional si vous avez plusieurs bâtiments, plusieurs parcelles dans un seul pays. Et puis je vous parlais tout à l'heure de l'éditeur de homepage, donc le voici, c'est-à-dire que les administrateurs peuvent justement mettre en place ces différents buckets, ces seaux, et puis éditer les propriétés, et ceci à travers une interface qui est graphique, comme vous le voyez ici, on prend les buckets et puis on peut les déplacer très simplement. Ça fait gagner énormément de temps aux administrateurs qui avant devaient sinon le coder dans du code XML, donc ça n'était vraiment pas pratique. Et puis voilà également cette nouveauté qui s'appelle recherche automatique, en anglais ID Lookup. C'est un nom un petit peu barbare, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Vous avez probablement déjà essayé de faire un test lorsque vous êtes dans la saisie d'un local et puis vous devez saisir la typologie pour peu que, comme la plupart de nos clients romans, vous utilisiez la Normesia 416 et puis la DIN 277. Lorsque vous cherchiez un bureau paysager, eh bien, il fallait aller scroller dans la liste, trouver que c'était le code 2.2 qui correspondait à bureau paysager. Avec cette fonction ID Lookup, eh bien, lorsque vous tapez dans le type de pièce, par exemple ici, j'ai commencé à taper bure, simplement pour bureau, et puis il me donne la liste, donc il fait le filtre. C'est lui-même qui va, dans l'intitulé du code, pour retrouver la bonne information. Donc si je tape bureau, eh bien, il va pouvoir me donner les ID qui sont à disposition. Et puis lorsque on aura saisi l'information, le type de pièce, ça sera bien un type de pièce 2.2. Par contre, automatiquement en dessous, sans que vous ayez besoin de générer un champ supplémentaire, eh bien vous avez l'information 2.2 correspond à des bureaux paysagers. Et ça, au quotidien, ça change vraiment la vie parce qu'on avait l'habitude de devoir scroller dans un certain nombre de tableaux et c'est une modification qui est bien utile. Au niveau de l'interface mobile 2.0, je dirais que pour l'instant, vous êtes assez peu à l'utiliser, mais par contre, avec cette interface-là, on a vraiment accès à un certain nombre de nouveautés qui sont très intéressantes. En dehors des applications qui sont fournies, mais sur l'aspect technologique pur, vous voyez le petit exemple de la signature qu'il est capable de faire directement sur l'écran. Donc, ça nous permettrait, par exemple, de faire un contrôle et puis d'avoir une validation. Oui, j'ai bien contrôlé telle et telle partie, et puis j'ai pu signer mon intervention. Vous avez également, vous le voyez en haut à gauche, les recherches récentes qui sont automatiquement enregistrées, qui vous permettent, lorsque vous faites un filtre, de pouvoir le rappeler très facilement. Et enfin, sur la droite, vous voyez, lorsque vous avez un numéro de téléphone ou une adresse email, la possibilité directement, avec une petite touche, de contacter la personne, respectivement, d'envoyer un email. Ça, c'est uniquement sur l'aspect technologique. Et il y a également de nombreuses applications pour la partie mobile, mais on en reparlera dans quelques instants, respectivement la semaine prochaine, lors de la démonstration. Je vous mentionnais tout à l'heure également la cartographie. Vous voyez qu'on a accès maintenant à une cartographie qui est beaucoup plus thématique. C'est pas tellement pour un affichage géographique, mais c'est plutôt pour avoir des informations au niveau international. Comment sont réparties mes zones? Qu'est-ce que je peux avoir à l'intérieur? Voilà un exemple d'écran qui est repris de la nouvelle application de gestion des assets et qui nous donne accès à un certain nombre d'informations beaucoup plus graphiques.
Je vous parlais également du HTML5, vous le voyez ici sur cet écran. C'est typiquement un plan d'étage en HTML5, c'est-à-dire que ici en version 23, vous avez la possibilité non seulement d'afficher vos plans qui par le passé s'affichaient en flash, mais ce qui est très intéressant, vous le voyez sur la droite, c'est un petit panel qui va afficher la liste des calques que vous pourrez maintenant éteindre ou allumer. Et ça, c'est une des nouveautés ou une des fonctions en HTML5 qui est disponible, c'est de pouvoir avoir un meilleur contrôle sur ce que l'on affiche au niveau des plans. C'est une modification qui n'est pas encore publiée partout, donc typiquement ne vous attendez pas à avoir directement cette modification dans la Space Console. Par contre, vous l'aurez sur un certain nombre de nouveaux écrans. Archibus procède généralement comme ceci. Ils introduisent une nouveauté technologique, ils la mettent en place sur un ou deux écrans de nouvelles applications et puis ensuite ils la propagent gentiment dans les versions qui suivent. Ce qui est très intéressant pour nous en tant qu'intégrateur, c'est que s'il y a des domaines dans lesquels vous voulez déjà introduire ce genre de choses-là, ben, on peut déjà le faire parce qu'on a maintenant les outils à disposition pour le faire. Et puis l'exemple que vous avez sous les yeux, en l'occurrence, c'est un exemple de console de gestion des télécommunications avec, on le voit ici, un exemple de câblage d'étage. Donc vous avez depuis l'armoire de brassage d'étage tout le câblage qui part aux différentes prises dans les différents bureaux. C'est typiquement une des fonctionnalités qui est intégrée directement sur les plans. Et puis grâce à ce genre de même fonctionnalité, eh bien, on a également la possibilité petit à petit d'intégrer des symboles directement sur les plans. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir réouvrir AutoCAD ou Revit pour placer des symboles, pour placer par exemple des extincteurs, des trousses de secours ou je ne sais quoi, ce que généralement on ne place pas forcément sur les plans, on va placer certains équipements, on va placer le mobilier sur le plan et là bien évidemment qu'on voudra avoir cette information-là au niveau d'AutoCAD ou de Revit. Par contre, pour des petits équipements qui sont relativement mobiles, eh bien, vous voyez que depuis l'interface mobile, respectivement depuis le web central, c'est l'image qui est en haut à droite, eh bien, vous avez la possibilité de prévoir un certain nombre de symboles et puis de les placer directement au bon endroit. Évidemment, cette information-là sera disponible directement dans Web Central ou dans la partie mobile. Vous ne la retrouverez pas automatiquement sous AutoCAD, mais au moins c'est la possibilité d'avoir un certain nombre de symboles qui sont rapidement placés au niveau des plans sans qu'on ait à réouvrir les plans AutoCAD derrière. Voilà, ensuite un autre gros chapitre dans lequel il y a énormément de modifications, c'est la partie immobilière et la partie gestion des surfaces. Dans la partie immobilière, eh bien, vous avez un certain nombre de nouveautés. Il y a notamment de nouveaux modules qui arrivent, notamment, je vous en parlais tout à l'heure, l'analyse financière stratégique, qui est une nouvelle application qui va fournir une vue unifiée sur les coûts par rapport à un bâtiment, mais également la partie investissement. Et tout ceci est vraiment de manière centralisée affiché avec des tableaux qui vont très loin, c'est-à-dire que vous voyez la vue d'ensemble et puis vous avez la possibilité d'entrer dans le détail. On fera probablement une séance spécialement dédiée à cette nouvelle application parce que c'est vraiment très fourni, c'est très volumineux, on n'aurait pas le temps ici en 1 heure de faire complètement le tour. Je vous présenterai simplement quelques écrans pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Au niveau gestion surface et occupation, là également un certain nombre d'améliorations qui sont très intéressantes, notamment au niveau des impressions. Si vous aviez utilisé l'impression depuis la Space Console par le passé, les résultats étaient en nette progression, on avait au moins la possibilité d'imprimer des plans. Vous avez maintenant également la possibilité de mieux gérer la partie des hachures, la taille des caractères, le choix du fond de plan, et puis également au niveau de la partie impression à proprement parler, là aussi on a un peu plus de possibilités, je vous le montrerai dans quelques instants. Une des grandes nouveautés par contre qui est liée à la version 23, c'est ce que l'on appelle la console 3D, c'est-à-dire l'affichage du modèle qui provient directement de Revit. Donc là, Archibus a développé une afficheuse ou une visionneuse de plans en 3D qui est directement intégrée à Archibus et grâce à ceci, eh bien, celles et ceux qui ont commencé à saisir leurs plans dans Revit peuvent automatiquement afficher ces plans-là dans
Archibus, sans avoir une visionneuse en plus séparée, avec également toutes les fonctionnalités que l'on connaît, de mise en surbrillance, de zooming, d'impression, etc. Autre nouveauté de la version 23 au niveau de la gestion des surfaces, c'est ce que l'on appelle le Team Space, c'est-à-dire l'attribution de zones d'espace à des équipes ou à des projets, sans dire qu'on assigne des personnes à des surfaces, mais on assigne des personnes à des équipes ou des teams, et puis c'est ces teams qui sont eux attribués à différentes surfaces. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors voilà cette fameuse application d'analyse financière stratégique. Vous le voyez sur la partie gauche, vous avez la partie investissement. Qu'est-ce que nous devons investir par rapport à nos différents bâtiments dans le cadre de projets d'extension? Quels sont voilà, les différents aspects que l'on va avoir sur les prochaines années. Et puis vous avez en bleu la partie P&L, donc les dépenses que l'on a au quotidien. Et puis en fonction de ces grandes catégories-là, vous pouvez entrer dans le détail. Cette application est vraiment très très fournie. Évidemment, elle fait un usage important de la gestion des coûts. Alors soit qui sont gérés directement dans Archibus, soit qui doivent être interfacés et récupérés depuis une application externe comme SAP ou autre. Mais c'est un produit qui est vraiment très, très fourni, très développé. Et puis comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faudra vraiment qu'on prévoie une séance spécifique pour vous le démontrer, pour celles et ceux qui sont intéressés. Je sais que parmi vous, il y a encore peu de personnes qui gèrent les coûts, en tout cas à ce niveau-là, mais par contre, c'est des demandes que l'on a de plus en plus fréquemment, et cette version, cette application va vraiment répondre à ce besoin clé. Au niveau de l'impression des plans, notamment depuis la Space Console, vous avez maintenant à disposition en version 23 un petit formulaire qui vous demande comment est-ce que vous voulez gérer vos impressions. C'est bien pratique parce que vous avez des notions d'échelle et de hauteur de texte qui peuvent être beaucoup mieux gérées que ça n'était par le passé. Par exemple, vous aviez par le passé, lorsque vous vouliez imprimer une certaine zone sur un plan, il fallait choisir. Soit vous imprimiez la zone, mais vous n'avez pas la légende, soit alors vous imprimiez le plan complet, et là vous aviez la légende. Maintenant, vous pouvez évidemment cumuler les deux, et puis ça vous sort un rapport paginé qui, si vous l'utilisez sur l'ensemble du bâtiment, va respecter les échelles, va respecter les différents paramètres que vous avez notés. La taille du texte peut également être beaucoup mieux gérée que c'était par le passé. Elle va notamment reprendre les informations qui sont à disposition dans le plan d'origine AutoCAD pour que vos hauteurs de texte soient utilisables réellement. On ne le voit pas très bien sur ce print screen ici, mais on a vraiment une taille de texte qui peut être différente en fonction du local. Si vous êtes dans une petite gaine technique, eh bien vous allez afficher le texte beaucoup plus petit que dans un grand open space, histoire d'avoir une visibilité différente. Et puis voilà cette fameuse, ce fameux modèle 3D. Donc ici, c'est ce que Archibus a appelé le 3D Navigator. C'est un produit qui est vendu séparément pour la petite histoire, mais qui permet clairement de reprendre un modèle 3D et puis d'aller non seulement bénéficier de toutes les fonctionnalités standards qu'on avait l'habitude dans la Space Console, c'est-à-dire de faire des mises en surbrillance par catégorie, par type, et puis vraiment d'entrer étage par étage dans les différentes structures du bâtiment et puis de pouvoir voir également le contenu. Vous voyez un exemple ici d'un étage qui est affiché, on a enlevé le toit, on a enlevé les parties inter-étages et puis vraiment de pouvoir naviguer, voir le détail de l'installation d'un bureau, d'une salle de conférence par exemple. Le prérequis, vous l'aurez bien compris évidemment, c'est que les modèles soient dessinés sur Revit, ce qui commence à être de plus en plus le cas. On a déjà un ou deux clients qui ont déjà passé ou sont en train de passer sur ce genre de modèle. Avec l'arrivée des nouveaux bâtiments qui sont d'ores et déjà dessinés sous Revit, selon un concept BIM, eh bien ce genre de modèle arrive gentiment. Ici, vous avez une présentation de cette fonctionnalité TeamSpace. Comme je l'expliquais tout à l'heure, de plus en plus fréquemment, vous travaillez avec des bureaux non attribués, où vous êtes en train de faire le pas, vous êtes en train de faire des tests. Et puis, cette version permet justement d'avoir accès à ce genre d'informations.
Évidemment, dans un bureau non attribué, on a d'autres enjeux que lorsqu'on a des places attribuées par personne et par conséquent, il faut pouvoir gérer la disponibilité de manière un peu différente. Alors, la solution qui est trouvée, c'est de définir des zones comme étant par exemple des zones de projet ou des zones attribuées à des équipes et puis on peut ensuite attribuer des personnes à des équipes et ensuite on peut voir la capacité que l'on a, les éventuelles problématiques de disproportion, c'est-à-dire que j'ai peut-être 200 employés dans un team, mais je n'ai que 100 places de travail, est-ce que c'est pas disproportionné, quel est le target? Donc là aussi des méthodes assez intéressantes qui peuvent aller assez loin puisque au niveau de la refacturation, puisque in fine c'est ça qui intéresse dans cette application, vous pouvez avoir des ratios de refacturation qui sont intéressants. Par exemple, une personne qui est attribuée à un espace de travail, mais qui, une fois par semaine, utilise un autre espace dans le cadre d'un projet, eh bien, vous pouvez avoir la granularité de définir le genre de facturation que vous voulez à ce niveau-là. Là aussi, je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui seraient intéressés par cette fonctionnalité. On pourra, là aussi, au cas par cas, vous démontrer cette fonctionnalité, voire même peut-être faire une démonstration sur site plus précise par rapport à vos besoins. Dans la dernière partie des nouveautés, une grosse partie au niveau de gestion des actifs, donc que ce soit du mobilier, des équipements, mais également la partie maintenance, la partie environnement. Là aussi, passablement de modifications, notamment au niveau de la gestion des actifs. Il y a maintenant plusieurs applications à disposition. La plupart d'entre vous, vous utilisiez jusqu'à maintenant ce que Archibus appelait le portail d'actifs, en anglais l'asset portal, qui était finalement la simple visualisation des informations que vous gériez dans vos plans AutoCAD ou dans l'inventaire qui avait été créé dans le client lourd Archibus à l'époque. Et puis, vous aviez peu de modifications possibles à ce niveau-là. Archibus est arrivé avec une véritable application de gestion des actifs d'entreprise, Enterprise Asset Management. Elle est beaucoup plus poussée et elle a vraiment pour but de faire tout ce qu'on appelle en anglais l'asset life cycle, donc de gérer le cycle de vie des actifs, les amortissements, de voir un tout petit peu le détail de ceci. Donc là, il y a de nombreuses modifications qui ont été faites. J'attire simplement votre attention que c'est une nouvelle application et par conséquent, ça n'est pas juste une évolution de l'asset portal, mais c'est vraiment une nouvelle application séparée. Nous, en attendant, et vous le voyez dans la toute dernière colonne à droite, dans l'Aremis Master, on vous le présentera également la semaine prochaine, eh bien, on avait déjà fait un certain nombre de modifications au niveau de ces actifs parce qu'il y avait probablement certains champs qui étaient manquants. Vous voyez aussi ici toute une série d'applications au niveau de la gestion des actifs, gestion des clés, gestion des véhicules, gestion câblage, gestion contrat, qui sont des applications développées par Aremis en Suisse, qui évidemment ont suivi l'évolution, qui ont profité des nouvelles technologies qui sont à disposition en version 21, 22 et 23, et qui donc ont pour la plupart une interface qui a été retravaillée, qui est donc compatible avec le nouveau noyau de la version 23. Au niveau de la partie maintenance, pour celles et ceux qui utilisent l'application qui s'appelle Travaux sur demande, qui est On Demand Work en anglais, là aussi de très nombreuses améliorations que certains attendaient depuis très longtemps, notamment un certain nombre d'améliorations au niveau de l'assignation aux équipes techniques. C'était un gros manque par le passé. Un technicien appartenait à une équipe technique, alors que maintenant il va pouvoir appartenir à plusieurs équipes techniques. Il va pouvoir s'auto-assigner des tickets, je vous le montrerai dans quelques instants. Et puis à partir de la version 22, également une modification intéressante qui a eu lieu, c'était celle qui consistait à pouvoir modifier les tickets en cours. C'est-à-dire que le workflow où Archibus a systématiquement par le passé dit on ne change pas le processus. Si un ticket ou une panne a été ouverte comme étant une fuite d'eau par exemple, et puis vous avez géré ça dans la catégorie plomberie, eh bien si en réalité il ne s'agissait pas d'un problème de plomberie mais d'un problème électrique ou je ne sais quoi, il n'était pas du tout possible de le réassigner. Maintenant c'est possible avec réassignation du SLA correspondant. Parce que peut-être pour les problèmes de plomberie, on devait intervenir dans les 2 jours, mais pour un problème électrique, on va peut-être avoir une assignation à 1 jour, 6 heures ou je ne sais quoi.
Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, je vous montrerai également une petite modification, pas inintéressante par rapport à la gestion des documents qui sont gérés au niveau du système et qui peuvent être revus lorsqu'on est sur les tickets. Enfin, en version 23, bien là aussi, on retrouve cette fameuse console 3D des équipements que je vous ai déjà montré pour la gestion des surfaces. Ben, le gros avantage, c'est qu'on l'utilise également pour la gestion des équipements. Pour tous ces équipements qui ont une pénétration verticale, que ce soit typiquement les équipements CVS, des tuyaux d'aération, des bouches, de la tuyauterie pour le sanitaire et autres, eh bien, toutes ces informations-là sont visibles en 3D. Donc, au niveau des différents étages, vous pouvez les sélectionner, vous pouvez créer des tickets directement depuis cette visualisation. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Regardons déjà, voilà, déjà petite présentation de la gestion des actifs d'entreprise, les différents modules qui sont à disposition. Comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart d'entre vous utilisez ce qu'on appelle le portail d'actifs, donc vraiment un accès web aux données d'actifs qui était généralement géré dans le client lourd ou le smart client. Donc généralement peu d'informations, c'est vraiment très simple. Certains d'entre vous utilisez déjà la gestion des actifs télécoms. Aramis a notamment développé un module à ce niveau-là, donc parfois vous l'utilisiez déjà. Et puis cette nouvelle application qui s'appelle gestion des actifs, c'est un super ensemble qui vient encapsuler cette information pour mieux gérer tout le cycle de vie des actifs avec la partie des amortissements, la gestion de l'élimination, vraiment de tout le cycle de vie complet. Et puis encore un autre super ensemble, c'est une autre application séparée qui s'appelle la gestion des actifs d'entreprise, qui elle intègre plutôt des problématiques de planification stratégique. Là on parle des actifs qui ne sont pas seulement des équipements, mais carrément de l'immobilier, des bâtiments, comment est-ce qu'ils sont intégrés, comment est-ce qu'on prévoit les différents amortissements au niveau de ces actifs. Alors voilà un exemple d'écran de la gestion des actifs d'entreprise. Vous conviendrez que c'est un peu différent de ce que vous utilisez probablement tous aujourd'hui. On voit par exemple des assignations de systèmes, des cascades de systèmes, c'est-à-dire que vous définissez par exemple un système comme un ensemble et cet ensemble est composé de différents sous-équipements que vous pouvez maintenant décrire dans la pratique, avoir beaucoup plus d'informations sur la localisation. Une fois de plus, on se base ici sur ce concept de console qui est le cas depuis plus ou moins 2 ans. Tout ce que Archibus fait a tendance à être intégré dans une console, c'est-à-dire un écran unique où vous gérez l'intégralité de vos données. Vous n'avez pas besoin de changer d'un écran à l'autre sans arrêt. Si je veux gérer la maintenance, si je veux gérer le détail d'un équipement, je reste toujours dans le même écran et puis je vais plus en profondeur dans les différentes données qui sont à disposition. Au niveau des équipes d'intervention, donc ce qu'on appelle les work teams, je vous le disais tout à l'heure, la possibilité d'appartenir à plusieurs équipes. On voit dans cet exemple le technicien Léonard Collin qui appartient à 2 équipes, dont l'une peut être l'équipe principale, mais en réalité il pourrait appartenir à N équipes, si bien que lorsqu'on a une affectation d'un ticket, eh bien, Monsieur Collin, faisant partie de ces différentes équipes, voit potentiellement tous les tickets qui sont attribués à ce niveau-là. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que ce même technicien, eh bien, il peut lui-même maintenant s'auto-attribuer. On n'est pas obligé de passer forcément par un superviseur ou un attributeur à ce niveau-là, mais il peut lui-même, dans la liste des tickets qui viennent d'être ouverts, se l'assigner lui-même et puis directement traiter ceci. Il n'est plus obligé de passer par une étape de supervision. Je vous parlais également de la flexibilité du processus au niveau des demandes d'intervention, la possibilité de changer une demande, même si elle a déjà été émise, et notamment c'est parfaitement possible depuis l'interface mobile, c'est-à-dire que lorsque vous êtes technicien, vous êtes sur site, on vous a appelé parce qu'il y a un problème a priori, pour reprendre mon exemple de plomberie,
Or, vous constatez que ce n'est pas du tout un problème de plomberie. Vous pourriez changer totalement le type, refaire partir la demande dans un nouveau cycle d'acceptation en respectant les SLA. Et puis, vous avez également la possibilité de créer et lier une nouvelle demande. Vous voyez un petit bouton sur la droite qui s'appelle « Associer un nouvel élément ». C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, bien, en effet, je suis sur place, il y a un problème de plomberie, mais en l'occurrence, mon problème est tel qu'il y a eu une fuite, il y a eu une inondation, et en plus, il faudrait maintenant faire intervenir les nettoyeurs. Donc, je peux très bien générer une demande de nettoyage ou je ne sais quelle demande qui est à ce moment-là associée avec cette demande principale. Sachez également qu'on peut maintenant reprendre une demande qui a été rejetée. Par le passé, lorsque un client final qui était le demandeur disait non, je rejette cette demande, elle n'a pas été traitée à ma satisfaction, eh bien, elle devait être terminée et puis on devait en recréer une nouvelle. À partir de maintenant, on peut simplement la reprendre, elle reprend son cycle de vie directement. Et puis même chose par rapport à une demande qui a été complétée, on a décidé que le problème était terminé, on n'avait plus rien à faire, bien maintenant on peut à la fois la réémettre si elle doit repartir dans le processus parce qu'en réalité elle n'a pas été complétée à satisfaction, mais également la possibilité de modifier des données, rattacher par exemple des documents, des factures, des bons d'intervention si on avait besoin. Et puis enfin, une chose qui n'est pas inintéressante, c'est quels sont les documents qui sont visibles depuis la console lorsque vous êtes en train de gérer un problème. On vous a appelé pour un problème sur un équipement particulier. Et bien maintenant, vous voyez tous les documents, que ce soit des PDF, des fichiers Excel ou je ne sais quoi, qui ont été liés soit à la demande elle-même, par exemple une photo d'un incident, on vous montre quelle est la fuite d'eau qui a été générée, tous les documents qui sont également liés au standard d'équipement. Par exemple, si vous avez un problème sur, mettons, un ascenseur, eh bien, automatiquement, en fonction de ce standard d'équipement, vous pourriez dire, bien voilà, les ascenseurs Schindler, eh bien, j'ai automatiquement accès au mode d'emploi, et ceci sans avoir à faire une espèce de travail étrange de remettre ceci dans la demande. Vous avez accès directement aux documents qui sont dans le standard d'équipement. Même chose également pour les documents qui seraient liés à la procédure de maintenance préventive. Si vous avez un processus particulier, une marche à suivre pour faire la maintenance d'un équipement, vous avez accès directement à ce document-là depuis le ticket de traitement. Et enfin, lorsque vous avez un type de problème, eh bien là aussi, dans le type de problème, vous pouvez gérer des documents et vous y avez accès lorsque vous êtes sur le ticket en question, notamment si vous aviez des mesures de protection, comment est-ce qu'on traite je sais pas, une fuite de produits chimiques, eh bien, on a défini dans le type de problème qu'il fallait faire un certain nombre de choses et là, vous avez cette marche à suivre qui est disponible directement. Voilà, je vous parlais également de cette console 3D disponible également pour les équipements techniques. Vous voyez ici qu'on a non seulement accès à donc par exemple ici toute la partie CVS ou HVAC en anglais, sur lequel vous pouvez cliquer sur un équipement en particulier, pouvoir avoir le détail de cet équipement, pouvoir également créer une demande d'intervention. Donc vous pourriez très bien être en train de naviguer ici et puis dire ah ben c'est sur cet exhausteur d'air ou cet équipement CVS que j'ai un problème et je crée directement un ticket depuis ici. Voilà, j'en arrive déjà à la conclusion. Malheureusement, vous le comprendrez à cause du format, en 1 heure, on n'a pas le temps de voir tout dans le détail. C'est pour ça qu'on a scindé en 2 cette présentation et la semaine prochaine, vous aurez un aspect un peu plus visuel, un peu plus démonstratif. Là, c'était uniquement des slides de la version 23 avec donc cette fameuse surcouche du RMIS Swiss Master. Il me reste tous à vous remercier si vous devez déjà vous en aller, mais on va également laisser une place importante maintenant aux questions et réponses. Il me reste donc à vous remercier pour votre participation à chacun. Et puis, je vous rappelle donc mercredi prochain, même heure, donc on sera le 22 mars, de nouveau à midi, eh bien on a cette deuxième partie de la présentation, donc plus axée sur une présentation live d'un système avec cette surcouche RMIS Suisse. Et puis, pour information, mais je vous le remettrai également dans un mail, la présente présentation ainsi que pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer, l'enregistrement audio-vidéo de la présentation sera disponible d'ici quelques jours dans ce répertoire RMIS Switzerland sous box.com. Donc merci à chacun, excellent après-midi et à très bientôt.